La police a recommandé hier donc de mettre en examen le Premier ministre israélien dans l'affaire 4000 et c'est le sujet que nous allons évoquer à présent avec notre premier invité ce matin sur Studio Kalita, Emmanuel Davon. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour. Alors, des recommandations faites par la police hier concernant le Premier ministre dans ce dossier, le dossier 4000. Donc, on va revenir aussi sur ce dossier. Mais d'abord, expliquez-nous les significations donc, de ces recommandations pour la suite de la procédure judiciaire. Les recommandations de la police n'engagent pas le procureur général et l'autorité suprême pour décider si oui ou non il y a lieu de mettre en examen, dans ce cas, le Premier ministre ou de manière générale des officiels en Israël. Donc, bien entendu que les recommandations de la police ont un certain poids, évidemment, mais de manière générale, c'est au procureur général de décider. Il s'agit uniquement d'une opinion exprimée par la police. Alors, quelle est la suite maintenant des événements la balle est dans le camp du procureur de l'État, Avichai Mandelblit. C'est à lui maintenant de prendre une décision. Exactement. C'est lui qui décidera s'il y a lieu de mettre en examen ou pas le Premier ministre, comme le recommande la police. Il peut accepter les recommandations de la police, comme il peut les rejeter. Et il y a eu de nombreux cas dans le passé de recommandations de police qui ont été rejetées par le procureur général. Donc les dossiers, puisqu'il y a déjà plusieurs recommandations qui ont été faites, c'est la troisième recommandation faite par la police concernant Benjamin Netanyahu dans différents dossiers. Les dossiers maintenant sont donc sur la table du procureur de la police, du procureur de l'État, pardon, et il doit donc il doit donc prendre une décision. On sait quand cette décision va être prise par Avichai Mandelblit. Alors, il avait annoncé le premier trimestre de l'année 2019. Mais encore une fois, il est possible que cela prenne un peu plus longtemps. Mais enfin, en tout cas, on devrait s'attendre à une décision du procureur général autour du mois de mars ou d'avril 2019. Alors, Benjamin Netanyahu n'a pas annoncé son désir de démissionner. Bien au contraire, il a l'intention de rester à son poste jusqu'à la fin de son mandat. Est-ce que vous pensez que c'est une situation logique? Est-ce que c'est une situation normale qu'un Premier ministre donc, qui a des recommandations, donc c'est la troisième recommandation de la police concernant différents cas de corruption, que le Premier ministre reste en place? Il faut comprendre que dans un État de droit, la présomption d'innocence s'applique à tout le monde, dont au Premier ministre, et que si on doit démissionner sur la base d'une accusation ou bien même d'une recommandation de la police, eh bien cela remet en cause finalement la présomption d'innocence. Donc je pense qu'il faut s'en tenir à la loi, à savoir que un élu en Israël, un ministre ou un Premier ministre ne doit démissionner que si il a été condamné par la justice. Après, évidemment, se pose la question de la zone un peu grise d'une mise en examen, puisque la loi n'exige pas la démission d'un ministre ou d'un Premier ministre en cas de mise en examen. Et là, effectivement, la question se pose, est-ce que le Premier ministre devrait démissionner en cas de mise en examen? Alors, la loi ne l'exige pas. D'un autre côté, il y a des précédents de la jurisprudence israélienne en 1993 où la Cour suprême a obligé un ministre à démissionner après avoir été mis en examen. Je pense que Benjamin Netanyahu pourrait difficilement ignorer cette jurisprudence, mais encore une fois, cela dépendra également de la gravité de la mise en examen décidée éventuellement par le procureur général. Est-ce qu'il s'agirait d'un gros dossier, par exemple le dossier Bézek, ou bien d'un dossier des SICAR? Et je pense que cela dépendra encore une fois de la gravité d'une éventuelle mise en examen. Alors justement, ces dernières recommandations en fait par la police dans le dossier donc Bézek que vous venez d'évoquer, vous pensez que ces recommandations sont plus graves que les deux premières? Mais il faut bien comprendre que d'abord dans le cas des sous-marins, le Premier ministre lui-même n'est pas suspect. Le premier cas, c'est celui des cadeaux qu'il aurait reçus pendant de nombreuses années de son ami Milchen. Et là, encore une fois, la loi autorise de recevoir des cadeaux. Le problème est de savoir en termes de quantité et est-ce que Milchen aurait reçu des avantages en contrepartie. Ce n'est pas un gros dossier, ce n'est pas un dossier grave.
Dans le cas de Bézek, si les accusations de la police sont véritables et sont fondées, là, effectivement, il s'agit de quelque chose de plus grave, puisqu'il s'agirait de bénéfices fiscaux énormes pour Shaul Alovich, moyennant une couverture médiatique avantageuse pour Netanyahou. Ça, ce serait effectivement plus grave, encore une fois, si les accusations sont fondées. Alors, la suite des événements, comme vous nous l'avez expliqué, c'est le procureur de l'État qui doit prendre sa décision et donc rendre inculpé ou non le Premier ministre. Et ça, on le saura donc dans les mois à suivre. Est-ce que vous pensez que cela aura lieu, vous nous l'avez déjà dit, mais est-ce que cela aura lieu avant la fin du mandat du Benjamin Netanyahou, ou vous pensez que Mendenblit va attendre la fin du mois de novembre, ou en tout cas peut-être si les élections sont anticipées, cette date-là pour rendre publiques ses conclusions? Alors, d'abord, d'une part, on ne sait pas effectivement exactement quand est-ce que Mendelblit va rendre sa décision, et on ne sait pas non plus si les élections vont être anticipées. Ouais. On a vu ces 2 dernières semaines que Netanyahou a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'élections anticipées. La date butoir, de toute façon, est novembre 2019. Maintenant que le gouvernement est un gouvernement avec une majorité restreinte de 61 députés, il est extrêmement difficile de gérer la coalition dans de telles conditions. Donc je vois difficilement un gouvernement de 61 avec une majorité de 61 tenir encore un an. Ça me paraît extrêmement difficile. Donc je pense que la probabilité qu'il y ait des élections anticipées est très élevée. Est-ce qu'elles auront lieu avant ou après les recommandations de Mendelblit, on n'en sait rien évidemment, mais du point de vue du Premier ministre, c'est clair que lui préférait bien entendu que s'il y a mise en examen, et surtout pas sur un gros dossier, mais sur un dossier mineur comme celui des cigares, cela ait lieu après une éventuelle victoire électorale, donc, ce qui lui permettrait de dire je viens d'être réélu alors même que les électeurs savaient très bien qu'il y avait des soupçons contre moi, et bien pour une mise en examen sur un sujet mineur, sur un dossier mineur, eh bien, j'irai me défendre au tribunal. Donc ça va beaucoup dépendre de la décision de Mendenblit concernant donc ces accusations. Une question aussi concernant on va dire le moment qui a été choisi par la police pour rendre public ces recommandations. Ça a été fait vraiment le dernier jour du mandat de René Echler, donc on va dire le chef de la police sortant, qui donc a été remplacé hier. Est-ce que c'est un hasard pour vous? Je pense que le timing est effectivement, il faut bien le dire, suspect. C'est-à-dire que je pense que là, la police, en particulier Alcher, ne font que donner de l'eau au moulin à ceux qui accusent la police d'une chasse aux sorcières. Pourquoi attendre le jour du départ du chef de la police pour publier ses recommandations? Donc je pense que là, encore une fois, c'est vraiment donner de l'eau au moulin à ceux qui accusent la police, à tort ou à raison, de chasse aux sorcières. Dernière question qui ne concerne pas le dossier Netanyahou, c'est le décès du président Bush ce week-end aux États-Unis. Vous êtes aussi un spécialiste des relations entre Israël et les États-Unis. Et quel était le rapport du président Bush père donc avec l'État d'Israël? D'abord, le président Bush père, lorsqu'il était vice-président, a fait énormément pour sauver et aider à l'alliance des Juifs de l'ancienne Union soviétique, d'Éthiopie, et également pour sauver des Juifs de Syrie. Donc c'est un président qui a beaucoup fait pour les Juifs qui étaient derrière le rideau de fer et qui étaient en Éthiopie. Et ça, il faut le lui reconnaître. Et ensuite, une fois qu'il était président, il a d'abord mené avec brio la fin de la guerre froide. C'est sûr qu'il a fait de nombreuses pressions sur Israël et qu'il y avait des relations tendues entre lui et Shamir sur la question du conflit israélo-palestinien, et qu'il a parfois tenu des propos qui avaient été considérés comme hostiles par le lobby pro-israélien à Washington. Mais d'une manière générale, c'est sûr qu'il y avait également ces liens avec le lobby du pétrole aux États-Unis, mais n'oublions pas encore une fois son rôle primordial et important pour sauver des milliers de Juifs de l'ancienne Union soviétique, d'Éthiopie et de Syrie.
Merci de nous avoir rappelé ce moment de l'histoire très important donc, concernant le président Bush, qui est donc décédé ce week-end et qui sera enterré dans quelques jours aux États-Unis. Merci Emmanuel Navon d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualité. Bonne journée à vous. Bonne journée.